Bienvenue sur Work in Progress, le podcast sur le futur du travail. Il s'adresse aux personnes qui choisissent d'être les architectes et non les victimes de leur futur, qui veulent faire partie de cette nouvelle génération de leaders. Moi, c'est Mathieu, et chaque semaine, je rencontre des guides qui participent à construire un futur du travail souhaitable. Ils ringardisent les modèles dominants qui détruisent l'humain en partageant des manières de mieux travailler. On touche à beaucoup de sujets, relations, management, alimentation, organisation. Mais le deal pour chaque épisode, c'est une leçon du futur et une clé d'action concrète à appliquer maintenant. Allez, bonne écoute. Il a écrit un blog, il a été primé. Il a un groupe de DJ, il passe dans des grosses salles parisiennes. Il réalise des films, ils sont primés en festival. Pour la petite histoire, on se connaît depuis l'enfance avec Jérémy, donc j'ai voulu l'interroger sur sa double carrière chez Twitter et dans le cinéma, parce que je sais l'intensité hors norme avec laquelle il le fait. Tout ça depuis des années, sans jamais s'arrêter, en parallèle d'études intenses qui l'ont mené à HEC Paris, et aujourd'hui à un poste à forte responsabilité chez Twitter. À travers cet épisode qui est une petite pépite, j'ai aussi voulu rendre hommage au travail monumental qu'il y a derrière, parce que c'est aussi ça la réalité de mener plusieurs projets de front. Salut Jérémy. Salut Mathieu. Tu vas bien? Très bien, et toi? Merci beaucoup de me recevoir. Ça fait très très plaisir de te recevoir ici. On va parler de side project ou side carrière ou double carrière aujourd'hui. Et avant de te laisser te présenter, je voulais faire une petite intro sur le sujet. En fait, j'ai observé une explosion du phénomène de la side carrière, de la double carrière, du side project en ce moment, ces dernières années. Et quand on parle de ça, on parle vraiment de mener sérieusement plusieurs activités pro en même temps. Ça peut prendre énormément de formes, soit cumuler un CDI et une activité en parallèle, c'est ton cas, mais il y a aussi les slashers, ceux qui alternent les différentes activités selon le moment de l'année. Ceux-là, ils sont souvent freelance. Il y a les solopreneurs, donc ceux qui montent une boîte seule, souvent avec plusieurs activités en même temps. Il y a aussi les militants, le militantisme. Parfois, avoir un engagement associatif fort, ça peut être quasiment équivalent à une carrière pro. Mais en tout cas, le principe est toujours le même, c'est mener plusieurs projets professionnels en même temps. Et les raisons peuvent être multiples. Donc, il y en a une, bien sûr, ça peut être la raison financière, donc le besoin de cumuler 2 jobs pour joindre les 2 bouts, tu vois, et diminuer le risque en mettant pas tous ses œufs dans le même panier. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on s'intéresse à la deuxième raison, selon moi, qui concerne les gens qui, a priori, arrivent à joindre les 2 bouts et qui, malgré une sécurité financière, souhaitent se lancer dans une activité en parallèle, certainement pour s'accomplir, trouver du sens, sans mettre à risque leurs revenus existants, tu vois. Et voilà, ça c'est un phénomène tellement fort que j'ai vu qu'il y a même des entreprises comme Google qui encouragent et qui valorisent les side projects, qui réservent carrément des créneaux auprès de leurs salariés dans leur entreprise ou même au niveau du temps de travail pour qui mènent à bien ces projets-là. J'ai même vu qu'il y avait des organismes qui vendaient des prestations de mentorat à plus de 1000 balles pour aider les gens à monter des side projects. Donc voilà, ça peut faire vraiment rêver sur le papier, surtout qu'on a tous en tête les injonctions des super entrepreneurs avec leur passer à l'action, foncer, sauter, le filet apparaîtra. Alors qu'en vrai, c'est souvent un chemin long et difficile. Tu vois, on parle d'entrepreneuriat, hein, c'est très proche de l'entrepreneuriat la plupart du temps. Et du coup, c'est pour ça que je voulais revenir avec toi, Jérémy, sur ton expérience de scénariste-réalisateur dans le cinéma, en parallèle de ta carrière chez Twitter en tant que client partner. Et parce que je trouve ton parcours inspirant à double titre, en fait. Tu persévères dans ce side project depuis des années. Il a changé plusieurs fois de forme, mais tu persévères depuis des années au point que c'est en train de devenir une vraie side carrière. J'entends ton dernier film a été primé en festival. Et deux, tu crées du contenu. Ça fait des années que tu écris et aujourd'hui, la création de contenu, ça fait partie intégrante de l'entrepreneuriat, tu vois. On est à l'ère du média, on est à l'ère de la marque personnelle. On doit s'autoproduire en permanence, c'est quasiment une nécessité pour réussir. Et donc l'idée, si tu es d'accord, ce serait de faire un petit point d'étape sur ton parcours et à travers tes aventures, se faire une idée ultra concrète de ce que ça veut dire mener un side project qui se transforme en side carrière. J'ai fini pour ma longue intro, t'es d'accord? Et ouais, merci beaucoup Mathieu de m'accueillir effectivement dans ce podcast, et encore bravo pour ce choix de thématique qui est parfaitement dans l'air du temps. Je pense que tu as mis le doigt sur quelque chose qui concerne beaucoup de personnes aujourd'hui qui se posent des questions, qui ont envie de faire plus que peut-être que ce que leur on va dire leur métier principal propose. Moi en l'occurrence, ça reste c'est pas encore mon deuxième métier, c'est vraiment un side project dans le sens même c'est un métier, on va dire un sujet de passion pour moi, et qui a mûri au fil des années. Donc c'est pas venu évidemment comme ça un jour je me suis dit je vais avoir un side project. C'était plus un cheminement, et peut-être que je peux te parler du coup un peu de mon parcours effectivement. Donc comme tu l'as dit, euh, j'ai fait une école de commerce, donc j'ai été diplômé en 2013 et j'ai commencé à travailler chez Google à Dublin. Et en fait, très rapidement,
très rapidement, je me suis dit que ça me suffirait pas, en tout cas, comme d'avoir finalement que mon métier principal et d'avoir rien à côté. Je pense que il y avait quelque chose qui me manquait. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'aimais déjà écrire. Et j'ai commencé à lancer un blog qui s'appelait Le Sociologue, du coup, qui était un blog humoristique. C'est, on va dire, la grande époque des blogs. Maintenant, ça paraît un peu désuet, mais il y a eu un moment où c'était l'âge d'or des blogs, et c'est vrai que c'était un bon moyen d'expression aussi. Et j'ai commencé du coup à écrire des articles à côté de mon boulot. Et en fait, petit à petit, je suis rentré à Paris en 2015, je crois, 2014-2015. Et puis voilà, petit à petit, les articles ont commencé à être partagés sur Internet, à être lus. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai mon audience qui a grandi. Et en fait, ça a été, je pense, la première fois en fait que j'avais justement bon, je venais de commencer à travailler, mais très vite, du coup, j'ai identifié que ça allait être pour moi une nécessité d'avoir quelque chose à côté de mon métier. Et en 2015, j'ai travaillé chez Studio Canal notamment. Donc, j'ai quitté Google pour aller travailler dans le cinéma pendant 1 an. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'avais envie de commencer à écrire aussi des films. J'étais passionné de cinéma et ça m'avait toujours un petit peu, on va dire, suscité de la curiosité chez moi d'apprendre en fait à écrire des histoires d'un point de vue cinématographique. Et donc, j'ai commencé de manière un peu autodidacte, voilà, écrire chez moi en parallèle de mon blog et de mon métier, et d'apprendre en fait cette discipline qui est l'art scénaristique. Et donc, on a la chance aujourd'hui de vivre dans un monde où vous avez accès à toute l'information dont vous avez besoin en fait avec Internet, avec YouTube. Donc, je me suis un peu formé de manière autodidacte comme ça, et j'ai commencé à écrire de mon côté, voilà, des scénarios. Et petit à petit, mon vrai side project, autant le blog, je l'ai vu vraiment comme un défouloir, un amusement, autant le fait de vouloir devenir un jour scénariste a été pour moi très rapidement un objectif presque de vie que j'ai mis à long terme. Donc voilà à peu près comment le cheminement s'est fait, en tout cas sur ce side project. Ouais, merci Jérémy d'être revenu sur ton parcours. Nous, comme on se connaît bien, je sais que tu es assez humble puisque ton blog Le Sociologue, où tu incarnais le personnage de Steve Bourdieu, je crois qu'il a quand même gagné le Golden Blog Awards de l'année 2014 ou un truc comme ça, Et et qu'il a même mené à un bouquin, je crois, L'Art de la Drague 2.0. Donc c'était quand même déjà un gros truc, tu vois. Ouais, Euh, ce prix existe effectivement. Je suis même pas sûr que ça existe encore, mais c'était effectivement une récompense, enfin, qui avait été donnée par un organisme qui gérait en fait les blogs en France et qui organisait une sorte de compétition comme ça. Mais ça a été effectivement derrière aussi un bon tremplin pour pouvoir écrire pour d'autres médias. Je sais qu'il y avait Combini à l'époque, Golden Moustache, en fait, me prenait mes articles et me relayait. Donc, c'était aussi comme ça que je pouvais développer mon audience, et qui a abouti derrière à des rencontres avec des maisons d'édition. Bon, c'est pas un livre qui a changé la littérature française, hein, je te rassure. Sur le sujet, c'était plus un truc vraiment un nouveau, hyper humoristique, un livre à 3 euros. C'était un petit bouquin, mais c'est vrai que c'était marrant à faire et à écrire. Et je l'ai fait. Pour être très honnête, j'ai pas eu l'impression de me professionnaliser du tout à ce moment-là. Je l'ai fait avec à peu près le même ton et la même liberté que je voulais mettre en gros dans mon blog. Ça n'a pas été pour moi une étape de professionnalisation vraiment. Pour moi, l'étape de professionnalisation, elle est venue après dans ma manière et l'exigence que j'ai voulu mettre justement dans le fait d'écrire derrière des scénarios qui est beaucoup plus technique que d'écrire un article humoristique et qui répond à une grammaire particulière. Et donc là, évidemment, se poser plus d'enjeux dans la gestion de mon temps quotidien, etc., quoi. Ok, mais justement, ça, on va y venir. Juste pour ceux qui nous écoutent, du coup, aujourd'hui, tu fais quel job chez Twitter? Parce qu'en fait, tu as quand même un job à temps plein. Et c'est quel type de projet que tu mènes, enfin que tu as mené en parallèle de chez Twitter, quand on parle vraiment de films, de réalisation et de scénario, Tout à fait. pour Bah, en comprendre un gros, peu mieux. là, ça fait à peu près 6 ans, ça fait un peu plus de 6 ans que je travaille chez Twitter, je suis en gros l'équivalent d'un directeur commercial, et je gère une industrie d'annonceurs qui vont investir de la publicité en médias sur Twitter pour lancer des produits, lancer des campagnes de communication, etc. Et je les accompagne sur leur stratégie, on va dire, d'investissement média et publicitaire là-dessus. Donc ça fait plus de 6 ans que je fais ce métier. Et à côté, comme tu l'as dit, donc si je reviens 2014-2015, à l'époque où j'ai commencé à essayer de me former
de manière autodidacte au scénario. J'ai commencé à écrire beaucoup de mon côté. J'ai écrit beaucoup de merde, hein. On peut le dire. C'est une période où tu es obligé de tester beaucoup de choses, etc. Et c'est aussi une période de frustration, généralement, dans les premières années où on apprend on va dire une discipline ou un art, puisque on n'est pas au niveau on n'est pas à un niveau suffisant pour être considéré par la profession, etc. Et en fait, au fur et à mesure que à la fois les portes ne s'ouvraient pas et que finalement personne n'allait lire ce que je voulais proposer, je me suis dit, vu que c'est un métier, enfin c'est une discipline particulière, parce que quand tu écris un bouquin, par exemple, en fait, si tu as un non ou un oui, si tu as un oui, ton bouquin est publié et derrière, tu es édité. Et ton bouquin sort. Donc en fait, les gens vont lire des livres, mais personne va lire des scénarios. Donc en fait, le scénario est une étape supplémentaire, c'est que tu dois aussi convaincre potentiellement une équipe technique, un ou une réalisatrice, des producteurs pour monter ce projet et aller au bout du projet. Et donc moi, à la base, je voulais être uniquement scénariste, mais vu que j'avais pas d'image à montrer et que personne ne voulait me faire confiance sur la base de ce que j'écrivais, je me suis dit, bon bah écoute, commence à écrire déjà des choses plus petites, monte des projets et essaye de te mettre aussi à la réalisation et au moins tu auras des courts-métrages, voilà, à montrer et ça aussi, c'est aussi ça fait partie de l'apprentissage en fait finalement de ce métier-là, parce que quand on tourne, on monte un court-métrage, on voit directement si ce qu'on a écrit va fonctionner ou pas. Et donc c'est un peu la démarche que j'ai suivie ensuite à partir de 2017-2018. J'ai écrit et réalisé un premier Nikon Film Festival. Donc là aussi, il y a beaucoup aujourd'hui de tremplins pour les apprentis, on va dire, les personnes qui veulent apprendre le métier du cinéma, les métiers du cinéma. Donc, Nikon Film Festival est un bon exercice, mais c'est 2 minutes 20. Et ensuite, je me suis dit que j'avais envie d'écrire des histoires un peu plus longues, etc., et les mettre en place, donc, et les mettre en scène. Et donc, j'ai monté des projets en parallèle de mon travail. Donc, un premier court-métrage qui a duré une vingtaine de minutes, que j'ai écrit et réalisé du coup en 2019. Enfin, tourné en 2019 et sorti début 2020. Et là, le dernier, effectivement, pareil, que j'ai tourné pendant le troisième confinement, donc en mai 2021, qui est aussi un court-métrage d'une vingtaine de minutes, et que j'ai du coup sorti cette année et qui tourne là en ce moment dans des petits festivals. Et donc voilà. Donc c'est à peu près voilà l'organisation, on va dire, de mon side project. C'est ça à la base. Je voulais être uniquement scénariste et en fait au fur et à mesure, par frustration et par obligation d'une certaine manière, je me suis aussi tourné vers le métier de la mise en scène et le métier de la réalisation. Et en fait je suis tombé complètement amoureux aussi de ce métier-là, en fait de cet exercice-là. J'aime bien l'idée de fabriquer un film de A à Z. Et donc, et j'ai gardé évidemment mon métier chez Twitter pour, premièrement parce que ça me permet de financer une partie de mes projets, et deuxièmement aussi parce que je suis pas du tout à l'étape où je peux en vivre ou quoi que ce soit. Donc, c'était un peu l'exercice de funambulisme que j'ai que je mène depuis pas mal d'années maintenant. Yes. Ouais, merci pour le petit récap. On se rend compte enfin, derrière ce que tu dis, que en fait, c'est vachement de taf. À chaque fois que en plus, moi, je suis venu parfois sur les tournages. À chaque fois que tu écris un film, le temps de l'écrire, de le tourner, de le produire ensuite, il se passe un an et demi. Enfin, c'est énormément de taf. J'ai été sur 2 de tes tournages. Enfin, sur le dernier, il devait y avoir 15-20 personnes dans la salle. Je sais pas combien, il devait y avoir 50 personnes impliquées sur le projet en tout. Enfin, c'est des vrais mini-projets entrepreneuriaux. Et donc, en fait, c'est rare les gens qui font 2 activités comme ça avec une telle intensité. Et je me demandais du coup comment tu t'organises en parallèle d'un emploi à temps plein, en fait, concrètement. Ben, c'est une bonne question, et en fait je distingue plusieurs étapes, et je pense qu'il faut aussi, je sais pas si ce que je vais dire va pouvoir servir à toutes les personnes, on va dire, qui ont un side project, parce que je pense que le fait d'écrire et de réaliser des films à côté c'est un exercice, enfin, on va dire, très spécifique. C'est pas comme si je voulais par exemple à côté de mon CDI monter ma propre entreprise. Je pense que c'est un rythme et une exigence différente, comme tu l'as dit. Parfois les projets pour tourner un film peuvent mettre, disons, un an et demi. Et donc, tu n'es pas obligé de dégager forcément 2-3 heures par jour. Ça peut être aussi vraiment voilà, une organisation où tu vas pouvoir dégager peut-être 1 heure par jour, 30 minutes parfois. Il y a des jours où j'écris pas, par exemple. Et encore une fois, voilà, il faut distinguer le moment de l'écriture et le moment où tu vas avoir besoin d'autres personnes. Tu vas avoir besoin finalement de
presque d'avoir des qualités de manager ou de gestionnaire de projet, parce que quand tu écris, tu es seul et donc potentiellement tu peux le faire comme si tu jouais un instrument de musique d'une certaine manière. Ouais. La phase d'écriture, je la distingue vraiment, voilà, de cette deuxième phase. La phase d'écriture, je la vis vraiment comme si c'était mon sport à moi ou un apprentissage de musique ou une activité. Il y a des gens qui vont faire du yoga, il y a des gens qui vont à la salle de sport. Et ben moi, ce temps-là, j'essaie de le dédier à l'écriture et je suis tout le temps un petit peu, comment dire, en recherche ou à l'écoute ou dès que je marche, dès que j'ai des idées, je me les note, etc. Donc mon cerveau est toujours relativement actif et obsessionnel sur le sujet de l'écriture. Et donc ça me Ok. permet même quand je suis au travail, parfois j'ai des idées et donc je me les note aussi à côté. Donc j'ai pas forcément de moment dédié à l'écriture, mais j'essaye quand même de me dégager un moment des créneaux de 1 heure, 2 heures, au moins toutes les semaines pour bien avancer. Et parfois le week-end aussi, enfin même tous les week-ends, je travaille aussi là-dessus. Ok, bah c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ma question c'était suivante, c'était comment tu crées ton contenu. En fait, j'ai l'impression que tu as un truc qui est quand même commun à pas mal de gros créateurs de contenu. C'est-à-dire que tu prends des notes, t'écris tout. En fait, tu es tout le temps en mode création et ça n'empêche pas de te faire des grosses phases de focus de temps en temps. Mais en fait, tu crées tout le temps, quoi. Toi, c'est quoi t'as un système de notes? T'as une orga? Bah en fait, déjà, je suis dans une perspective où, enfin, je suis dans une phase d'apprentissage d'une discipline, d'un art. Vraiment, je le vois comme ça, et chaque projet, je le vois comme si c'était presque un entraînement d'une certaine manière. Et donc, en fait, c'est tout con, mais pour devenir bon dans un domaine, ben, il faut le faire de manière régulière et en particulier pour l'écriture, il faut écrire, réécrire, réécrire. L'écriture, c'est que de la réécriture et du coup, c'est important d'avoir une exigence et une discipline presque comme d'un sport de haut niveau d'une certaine manière. Et comme pareil, je pense que dans la musique, j'imagine que les musiciens ont cette exigence aussi là. Et donc, j'ai mine de rien l'application Notes du téléphone ou de l'ordinateur, c'est quand même notre meilleur ami. Parfois, je prends des notes vocales aussi quand j'arrive pas. Parce qu'en fait, pareil, l'écriture, c'est assez bizarre là, comment vient la créativité quand tu écris. C'est que parfois, tu as des sortes d'idées de flash qui viennent dans ta tête et tu n'arrives même pas forcément à les retranscrire sur le papier. Et parfois, c'est plus simple de les dire. Et donc, et voilà, j'essaye de ne rien perdre. Et évidemment que le lendemain ou le surlendemain, il y a 90% de chances que je me dise ce à quoi j'ai pensé était absolument pas une bonne idée ou en tout cas ne va pas me servir pour, par exemple, l'histoire que je suis en train d'écrire en ce moment. Ça va pas du tout me débloquer ou quoi que ce soit. Mais en fait, c'est aussi un travail, même les portes qui se referment, en fait, elles te permettent, in fine, d'avancer sur ton projet etc. Et donc, en termes d'organisation du temps, c'est tout le temps potentiellement et puisque je suis tout le temps alerte, on va dire. Et derrière, l'importance de se dégager quand même des gros plages horaires parce qu'il ne faut pas croire que les idées viennent aussi de manière géniale comme ça, comme un eureka. En fait, elles viennent quand tu te tapes la tête contre le mur pendant plusieurs heures et au final, tu avances un petit peu et chaque jour suffit sa peine, je pense, sur l'écriture. Ouais. Ok, donc c'est vraiment une discipline et il y a des moments plus diffus de créativité et des Ouais, moments plus focus. C'est ce mouvement, ok, c'est ce mouvement. Enfin, c'est intéressant ce que tu décris ouais. parce que parce que dans pas mal de disciplines, c'est ça et on le retrouve beaucoup dans l'écriture. Et il y a aussi une notion d'énergie. En fait, je voulais savoir toi comment tu gérais ton énergie, ta motivation, tu vois. Ouais, Euh, bah ça, je pense que c'est le point le plus important parce quand on a un métier, on va dire, stable, etc., il est très facile d'oublier un peu on va dire, ses rêves ou les choses qui nous passionnent. On tombe vite un peu dans une forme aussi, parfois comment dire, de flemme. Ça peut arriver et je pense que les moments où je me sens le moins épanoui et heureux, c'est quand je perds un peu cette envie-là à côté d'écrire. Pour moi, le remède à ça, c'est véritablement que ta passion, en tout cas ton side project, ta passion devienne une obsession. J'ai besoin en fait que ça soit une obsession. Mon obsession aujourd'hui, c'est de progresser chaque jour dans ce que je fais en écriture ou dans ma perspective de devenir un jour réalisateur de films, de longs métrages, etc. C'est d'aller vers ce but-là et en fait, et je pense que j'ai mûri mes frustrations qui se sont transformées un peu en obsession pour me dire, ok. Bah là, qu'est-ce que tu fais pour progresser parce que t'es pas encore au niveau, etc. Et c'est ça qui en fait qui me donne l'énergie aujourd'hui suffisante
pour me dégager du temps tous les jours, pour me dégager de l'énergie, on va dire, mentale à côté de mon travail, c'est parce que mon obsession, on va dire, de vie, c'est d'arriver dans cette voie-là. Et Ok, donc voilà. mais alors, pour ça, pardon. Non, non, vas-y, vas-y. Non, bah, désolé, je te coupe peut-être, mais du coup, je me demandais, pour que ce soit une obsession, en fait, tu t'es peut-être fixé des objectifs, tu vois? Enfin, comment tu fixes tes objectifs pour que ce soit une obsession? Est-ce que tu te fixes Euh, des objectifs concrets ou pas? Parce que souvent la motivation, tu vois, la ouais, dopamine, elle va venir d'objectifs aussi, quoi. bah, en fait, l'objectif, par exemple, c'est d'arriver à finir déjà une histoire, d'écrire une histoire, un scénario. Et en fait, quand j'ai fini ce scénario, je sais à peu près, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, un scénario, si tu le tournes pas, ça a aucune valeur. Et en fait, un scénario, c'est fait pour être mis en scène et c'est fait pour qu'il y ait un film, in fine, que tu puisses diffuser, montrer à des spectateurs. Donc, en fait, quand j'écris une histoire, quand j'arrive au bout d'une histoire, et à un moment, je sais ou pas si j'ai envie d'aller. Il y a quelque chose de l'ordre presque du viscéral qui me dit il faut que tu ailles au bout de ce projet parce que c'est une histoire que tu as envie de raconter, c'est une histoire que tu as envie de montrer, j'ai envie de la filmer, j'ai envie de voir des images, etc. Et donc, mon objectif, en fait, quand j'écris, c'est derrière, une fois que je suis arrivé, déjà, c'est de finir l'histoire, c'est de voir si cette histoire va me tenir sur plusieurs mois, parce qu'il faut, en fait, il faut que tu restes amoureux de ton side project, on va dire, ton Ouais. histoire jusqu'au bout si tu veux la mener à bien. Et une fois que j'ai fini cette histoire, de me dire, ouais, est-ce que là, j'ai encore le moteur et l'énergie pour me dire, ok, tu as progressé, ça a été un bon exercice d'écriture et tout, mais là l'objectif final, c'est quand même de la mettre en scène et faire un tournage et enfin, de la produire et derrière la sortir en court métrage ou à forcerie un jour en long métrage. Et une fois que je suis à cette étape-là, je sais à peu près si j'ai encore le moteur suffisant pour aller au bout. Mais ça vient de quelque chose presque qui est peut-être que c'est lié à l'art uniquement, on va dire, et pas. Je sais pas si c'est le cas quand tu montes une boîte, etc. Parce que j'ai jamais véritablement monté d'entreprise ou d'autres types de projets ou des projets associatifs et tout qui vont avoir du sens, etc. Mais moi, ça fait tellement sens quand je finis une histoire. Enfin, si cette histoire fait tellement sens pour moi, je vais avoir l'énergie suffisante pour me dire, Mmh. ok, je vais soulever un peu des montagnes pour faire en sorte que ce projet soit produit. Ouais, ben je sais, moi je le vois le parallèle avec l'entrepreneuriat ou les boîtes parce que, alors peut-être que c'est très personnel, mais j'ai Mm. l'impression que si tu as une super idée, que tu taffes dessus, c'est une première étape, mais ensuite en faire ton métier, en faire une activité avec des clients et le faire pendant des années, en fait, ceux qui réussissent, c'est ceux qui trouvent ça, c'est ceux qui trouvent un peu ce sweet spot de un peu de congruence de ce qu'ils aiment faire, de ce qui est utile aux gens, tu vois? Un peu l'ikigai où en fait, ils vont être capables de le faire pendant 10 ans, ils vont jamais lâcher. Mm. Alors qu'il y en a plein dans l'entrepreneuriat qui ont une super idée un jour et en fait, c'était juste une belle idée. Ils tiennent 6 mois et puis ils lâchent, tu vois. Enfin, je trouve qu'il y a cette notion-là quand même qu'on peut retrouver en fait, si tu veux réussir, faire un film, c'est tellement dur, c'est tellement long, il y a tellement d'étapes qu'il faut aussi juste jamais s'arrêter, quoi. Si ça se trouve, il y en a qui ont de super idées, qui ont vachement de talent, mais juste ils s'arrêtent avant, quoi. C'est sûr, et je pense que quand tu parles d'idées de longueur, parce que là on parle d'un projet, mais en fait, ce qu'il y a, c'est chaque projet, je pense aussi, hein, mais chaque projet doit être vu aussi seulement, enfin c'est une finalité, mais c'est aussi un moyen de progresser d'une certaine manière. Et moi, Ouais. dès que je finis un projet, je me dis, je suis absolument souvent frustré en me disant, putain, mais t'as pas fait ça assez bien. Là, tu aurais dû écrire la scène de cette manière, tu aurais dû la mettre en scène comme de cette façon. On a manqué de temps sur ça la prochaine fois. Mais en fait, je me projette directement dans le prochain projet cinématographique, dans mon prochain court métrage. Et en fait, l'idée, c'est comment tu apprends. Enfin, c'est toujours pareil, mais c'est comment tu apprends de tes erreurs pour être moins frustré la fois d'après. D'une certaine manière et c'est ça que j'essaye de faire, mais je pense que c'est un peu comme je pense les entrepreneurs aujourd'hui qui vont cracher une ou deux boîtes et puis à la troisième, bah, comment ils vont faire pour faire en sorte que bah, ils la crachent pas ou que ça soit un succès. Mais là où je te rejoins, tu parlais d'objectifs tout à l'heure, mais ce qui est important aussi on va dire de définir, c'est sa notion à soi de succès en fait. Tu vois,
Bah, dans l'entrepreneuriat, le succès, je sais pas, les levées de fonds, ça peut être le revenu, le chiffre d'affaires, j'en sais rien. Ça peut être la croissance dans 10 ans, ça peut être la revente, combien j'ai gagné d'argent. Ça peut être le fait d'avoir donné de l'emploi à des centaines d'employés, etc. Moi, le succès, dans ce que je fais, en tout cas dans ce que j'essaye de faire dans le cinéma, c'est déjà d'aller au bout d'une histoire. Pour moi, c'est déjà une première. Si en plus, derrière, il y a déjà quelques personnes qui vont voir ton film et qui vont dire ah putain j'ai bien aimé, etc., c'est déjà trop cool. Si en plus derrière bon t'as des prix, etc., mais en fait je le fais pas vraiment pour ça, je le fais pour un peu comme de manière obsessionnelle pour dire je suis allé au bout de ce truc là, de l'histoire que j'avais envie de raconter, j'ai essayé de la tourner du mieux que j'ai pu et ça ressemble presque à un vrai film à la fin. Et je me dis bah ok, bah comment tu fais, encore une fois tu te projettes sur le prochain derrière, quoi. Ouais. En fait, on parle d'un truc quand même qui est super important là. C'est cool de vouloir faire un side project, comme c'est cool de vouloir monter une boîte. Mais il y a souvent le danger de tomber amoureux du résultat plutôt que du process. Alors, ah ouais, je veux être entrepreneur ou je veux être réalisateur. En fait, Ouais, toi c'est là, ça. ce que tu dis, c'est que, bah non, en fait, en fait, il faut écrire tout. En fait, il faut tomber amoureux du process, quoi. Il faut écrire tous Ouais. les jours. Il faut jamais s'arrêter, etc. Et du coup, ça me menait un peu à ma question, enfin, qui est un peu le test de la réalité. Toi qui fais ça depuis des années, c'est quoi pour de vrai, du coup, dans ce process-là, puisque tous les jours il faut écrire, et tous les jours Ouais. il faut se motiver, tous les jours il faut essayer d'aller au bout d'une histoire. C'est quoi dans ce process-là les gros avantages, les gros trucs cool, et Mm. sur ton retour d'expérience, et les gros malus, quoi, les gros dangers, les gros pièges que tu as pu observer. Bah, déjà, les gros pièges, c'est déjà enfin, de se comparer à ses idoles parce que sinon tu meurs de frustration en fait et tu te détestes. Enfin, tu as une image de toi qui est sous terre, quoi, d'une certaine manière. Donc, le gros écueil, je pense, c'est vraiment de se comparer qu'à soi et à son soi de la veille ou d'il y a un an ou d'il y a 2 ans et d'être toujours et de garder une forme de bienveillance et de confiance dans le process un peu. Et les Américains ils disent trust the process, mais c'est ça, c'est de se dire en Ouais. fait chacun son rythme de développement et peu importe le temps que ça prendra, le but effectivement c'est d'être heureux dans ce chemin-là que tu parcours. Moi, je suis heureux dans la dynamique de me dire, bah, chaque jour, j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose dans l'art d'écrire un scénario, tu vois. Ok. Et peu importe si, quand tu vois, il y a des moments où vraiment, là, j'ai écrit mon nouveau court métrage, là, et là, il est en phase de réflexion. Je suis en phase de pourparlers avec des boîtes de production pour la première fois, pour avoir un projet produit de manière un peu professionnelle, etc. Donc, c'est un court métrage de quasiment 30 minutes. Et là, je Trop dois cool. donner J'espère que j'aurai mon rôle de figurant dans celui-là aussi. évidemment, je te le réserve, t'inquiète. Mais, mais, Merci Jérémy, je suis rassuré. mais là, par exemple, le process, là, je suis en phase de réécriture par rapport à ce projet-là et je ne sais pas comment je vais faire pour régler des petits soucis ou pour améliorer le script encore. Et là, c'est une phase de frustration énorme parce que tu termines des centaines d'heures d'écriture où tu avais un résultat plus ou moins fini, où tu te dis, bah, en fait, là, c'est l'histoire que j'ai un peu envie de raconter. Et en fait, pour qu'elle puisse se faire produire, eh ben, tu dois changer des petits trucs et tout. Et en fait, le problème, c'est que c'est une mécanique, tu vois, le scénario, quand tu changes un élément, derrière, ça peut tout déstabiliser, etc. Donc, tu as Ouais. cette phase-là de frustration de dire à quel moment ton scénario est fini et à quel moment, en fait, tu vas pouvoir le tourner. Et à contrario, et aussi parce qu'en fait, quand tu écris un scénario, 95% du temps, tu te tapes la tête contre le mur et t'es pas content de ce que tu as écrit et t'es pas content de ce que tu as fait parce qu'en fait, mais même cette étape-là est nécessaire parce que ces 95% de temps, en fait, ont été là pour que tu testes des pistes, pour que tu testes des choses qui ne marchent pas, ou alors parfois que tu testes des choses qui marchent qu'à moitié, et le lendemain, tu vas trouver le truc pour que ça marche complètement. Et donc cette étape-là, en fait, elle est nécessaire. Mais c'est vrai que c'est frustrant parce que tu t'écris vraiment, par contre, le revers de la médaille, c'est que tu écris pour ces 5% du temps où tu vas avoir une sorte d'éclair qui va te dire, ah ouais, là, t'es pas out of tune, tu vois, dans le dialogue que tu as écrit, la scène que tu as écrite, ça fonctionne, on comprend les enjeux, les gens qui vont écrire, je sais. Et en fait, c'est assez galvanisant de se dire d'être dans cette dynamique de progrès et qu'en même toi, tu développes ton jugement critique de ce que tu écris et de ce que tu fais et tu deviens meilleur aussi tu deviens un meilleur diagnosticien. Et ça, vraiment, cette étape-là, en fait,
d'avoir l'impression d'être dans ce chemin et de cette dynamique-là, moi, c'est là que j'en tire mes plus grandes satisfactions, en fait, Ok, ok. dans ce side project, on va dire. Et, et ton pire, ok, grande satisfaction, et ton pire échec dans tes projets justement de scénar, de réalisation, enfin tes pires moments, tu J'en ai vois, eu, le truc. j'en ai eu plein, honnêtement. Même, franchement, il y a parfois les pires moments, c'est quand tu rentres en montage après avoir tourné ton film et que tu te rends compte qu'en fait, tu as l'impression que c'est plat, que c'est vide, etc. Et en fait, les premiers jours de montage sont assez terribles parce que tu vois pas du tout encore le projet fini et tu as du mal, enfin, tu vois tout ce que tu as mal fait, par exemple, pendant le tournage. Et donc, pareil, là, c'est une énorme remise en question, énorme frustration. Donc ça, c'est un élément. Les autres éléments, c'est quand tu écris des trucs et qu'en fait, ben derrière t'envoies des projets et personne ne te lit, ou alors les gens te disent ok, c'est pas mal mais on va pas le faire. Ça, c'est évidemment, mais en fait tu deviens presque hermétique à tout ça en fait quand as confiance dans ton développement à long terme. Moi vraiment je me suis bâti un peu une muraille autour de mon cœur pour éviter d'être totalement brisé par tous ces noms et ces frustrations depuis 8 10 ans. J'ai eu d'autres trucs, hein. J'ai écrit une série, j'ai écrit un projet de série en 2017-2018 qui était sur le pitch de la légalisation du cannabis. Au moment où je commençais à commencer à avoir des discussions avec des distributeurs et des producteurs, là, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais en fait, il y a Netflix qui va sortir là dans quelques mois une série exactement qui est déjà tournée, Ah qui est putain. exactement sur le même pitch. Et donc, en fait, tu vois, tu mets 2 ans de boulot à la poubelle d'une certaine manière, et c'est comme ça. Et après, tu te dis, bon, bah, c'est pas grave, bah, comment ton prochain projet comment ça peut te servir pour ton prochain projet, comment ça te pousse aussi, ça te met un peu une tape au cul pour trouver d'autres idées plus rapidement et qu'elles soient mieux exécutées, Ouais. etc. Enfin, c'est toujours c'est un cycle continu, quoi. Ah yes, non, hyper intéressant parce que c'est vrai que quand tu crées du contenu, c'est enfin tu mets vachement de toi dedans, et donc j'imagine ça doit être hyper dur, ouais, bon, enfin quand tu as un nom sur un projet, c'est dur de faire la part des choses entre le nom, sur le projet, et le nom, toi quoi. Surtout, ouais, exactement. Je suis enfin enfin voilà, c'est OK, OK, ça c'est Et enfin ça, par exemple, s'identifier à tu vois, l'échec, c'est dur, enfin c'est plus facile de le faire quand tu es dans la création, et ça doit être dur à gérer, ouais. ouais, mais après derrière, tu relativises, tu dis, bah, en fait, il faut tellement d'amour et d'énergie autour d'un scénario pour qu'il se fasse. Encore plus quand en plus ben, tout au long de la semaine tu as ton autre métier, etc. euh, que en fait si tu reçois un non, moi je relativise, je me dis bah, c'est parce que c'était pas avec les bonnes personnes, parce qu'il y aurait pas eu dans tous les cas la bonne énergie. Il faut qu'en fait d'autres personnes tombent amoureuses de ce projet en même temps et pour que ça se fasse. Et en fait, du coup, ça veut dire que c'était pas le bon timing ou le bon moment, et c'est pas grave en fait. Et le truc, c'est que si tu t'arrêtes là, il se passe rien, donc tu es obligé en fait de te raconter cette histoire-là aussi pour continuer à travailler et à faire en sorte que le prochain ou la prochaine personne que tu vas contacter, ben, elle va te dire oui, quoi. Ouais, OK, OK. Rien n'arrive par hasard. Ouais, ça permet de Ouais, relativiser. mais tu vois, moi, à force de ça, c'est pour ça que si j'ai monté mes projets, c'est moi qui ai autoproduit mes 2 premiers courts-métrages là, de 20 minutes. J'en ai financé une grosse partie et surtout, bah, après, l'avantage, c'est que les projets financés de cette manière-là coûtent beaucoup moins cher parce que tu es en mode démerde et que s'il avait été produit, mon précédent court, par exemple, court-métrage qui était un court-métrage aussi d'une vingtaine de minutes, aurait coûté 5 fois plus cher que ce que ça m'a coûté. Donc, c'est un peu Là, le. pour donner un ordre de grandeur, juste c'est un court-métrage de 20 minutes, un peu, enfin carrément pro, qui est capable de remporter un film enfin un prix dans un festival. C'est combien Je à peu pense que c'est près? entre 50 000 et 100 000 euros. Je pense que si tu payes bien OK. tous les postes et que tu es entouré par tout le monde, etc., c'est quand même des économies. Ouais, Tu on est peux déjà à un niveau professionnel Ouais. là. Moi, je dirais autour de 50 000 parce que tu as quand même des cours tu peux avoir un cours de 20 minutes, tu vois, où il n'y a pas trop de lieux différents, tu es en équipe réduite. Tu peux être entre allez, minimum 30 000. Par contre, un projet en dessous de 30 000, c'est rare. En tout cas, avec une boîte de prod, avec des fonds, des aides de la Ouais. région, du CNC, etc. Généralement, c'est plus de 30 000, quoi. OK, OK. Ah, c'est bien, ça donne des ordres de grandeur aussi, parce que enfin moi j'ai vu le produit fini du coup, enfin c'est carrément un film, c'est un court-métrage, mais c'est carrément un film, hyper pro quoi. Là, Ouais, on n'est plus ouais, bah dans après, la petite vidéo postée sur YouTube, quoi. le mien a coûté à peu près ouais, 10 000 euros, mais parce que j'ai pas payé tout le monde et enfin, en gros, quand je dis j'ai pas payé tout le monde, on dirait que j'ai exploité les gens, mais c'est juste que il y avait
j'ai une équipe technique parfois qui me suit sur des projets et qui accepte sur un projet de cœur comme ça de me suivre. Et pareil aussi des comédiens. Et voilà, on trouve des solutions pour faire en sorte que tout le monde s'y retrouve aussi à la fin, quoi. Mais mais justement, ça amène quand même une question, que je voulais te poser, c'est que dans le cinéma, à la base, bah, tu le disais tout à l'heure, à la base, tu personne, quoi, et donc faut un peu que tu ailles chercher, les gens, ils savent que tu enfin, s'ils te connaissent pas, ils savent que potentiellement tu pas du sérail, quoi, et c'est quand même un petit monde. Et du coup, je voulais savoir un peu comment tu envisages, toi, ta marque personnelle dans tout ça, la marque Jérémy Doucet. Est-ce que tu as une stratégie derrière? Comment tu vas chercher les gens, quoi? Parce Bah, c'est que quelqu'un. tu étiqueté, gars qui est de chez Twitter. Enfin, tu vois, tu pas étiqueté cinéma à la base. Je suis assez d'accord avec ce point. En fait, ce qui est compliqué, c'est déjà, il y a eu un premier travail. C'était moi à l'époque, c'était de faire le deuil de mon blog pour me focus uniquement, pour pas être vu, on va dire comme un blogueur, mais essayer de me voilà, dans mon coin, de développer, on va dire mon apprentissage de l'art scénaristique. Et du coup, j'ai dû un peu faire fi de tout ce que j'avais fait avant, etc. Mais comme tu l'as dit, en fait, il y a il y a deux sujets. Il y a le sujet de enfin, de la marque personnelle. Euh, En fait, il y a un moment, moi j'étais dans une première phase qui était, je préfère passer le temps que j'ai dispo à pas développer ma marque personnelle, mais développer mon expertise, mon écriture. Tu vois, parce que faire du marketing de soi-même, ça prend énormément de temps. Il faut utiliser les réseaux sociaux, il faut aller networker. Tu vois, il faut aller faire des avant, bah, dans le cinéma en particulier, il faut aller faire des avant-premières, il faut aller dans les festivals. Et moi, ce temps-là, je l'avais pas, donc j'ai préféré dans une première, sur les premières années là, où j'ai commencé à écrire, d'essayer d'apprendre à écrire en fait, et je m'étais dit que in fine, si tu écris bien, si tu fais des projets qui sont bien, bah en fait, les gens finiront par le reconnaître et tu n'auras pas besoin d'en faire des caisses et de faire trop de networking, d'aller serrer des pinces en veux-tu, en voilà. Et donc, j'ai fait ce pari-là. Mais c'est sûr que je pense qu'à un moment, si tu veux commencer à te faire connaître, bah évidemment, il faut que derrière tes cours tournent notamment en festival. Il faut que tu rencontres des prods et que certains te disent ah ben j'ai bien aimé ce que tu as fait, voyons-nous pour un prochain projet, etc. Donc pour le moment, je la travaille pas trop. Je fais pas de post LinkedIn. Je dois poster des trucs sur Instagram, tu vois, quand j'ai des news au sujet de mes projets. Genre, j'ai un prochain cours que je vais tourner. Là, je vais peut-être quelques photos, etc. Là, vu il y a eu un festival et le court métrage a gagné quelques prix. Bah là, j'ai un peu relayé évidemment pour montrer que voilà que je suis en phase de développement et tout ça, mais vraiment en termes de temps passé, ça doit être 0,01% par rapport au reste où je fais du travail dans l'ombre, on va dire. Ouais. Mais je pense que la marque personnelle, elle se développe quand tu as des projets finis. Tu vois, là, il faut mettre le all-in, mais ça sert à rien. Dans ce métier-là, notamment le cinéma, tu as beaucoup de personnes qui parlent, mais qui font pas grand-chose, en fait, au final. Ouais, pas que Et, dans le cinéma, bah, t'inquiète. exactement. Non, mais du coup, en fait, moi, je suis pas trop le fake it until you make it. Je préfère être un peu besogneux et quitte à ce que ça prenne plus de temps, hein, mais au moins, une fois que j'arrive, enfin, je suis légitime, quoi. Yes, ouais, bah, complètement, enfin, complètement aligné. Ça doit être une question de personnalité, mais complètement aligné avec toi là-dessus. Mais justement, du coup, comme tu as un peu partagé, du coup, tu as un peu commencé à partager, quelle est ta posture vis-à-vis de ton taf, vis-à-vis de Twitter, du coup? Bah, c'est une bonne question. Bah, déjà, il n'y a jamais eu de. Alors, Twitter, c'est une boîte qui a toujours eu une culture extrêmement bienveillante. Bon, là, ouais, il y a beaucoup de changements en ce moment. Depuis quelques jours avec Elon, ouais, ça change un peu là. On va voir dans quelle mesure la boîte va évoluer dans ce sens-là. Mais en tout cas, moi, j'ai toujours eu le soutien de tous mes collègues et même de mes managers, etc., qui m'ont plutôt entré. En plus, c'est des fans de cinéma également, donc ils m'ont toujours demandé les liens de mes films quand ils étaient dispo, etc. Donc il y a une vraie bienveillance de ce point de vue-là, et je pense que bon, c'est peut-être propre à cette boîte-là, et c'est aussi une chance, quoi. C'est aussi ça qui m'a permis, voilà, de le faire un peu à visage, enfin, découvert, quoi. D'avoir cette ambition-là, d'avoir cette envie-là, et je m'en suis jamais caché d'une certaine manière. Et donc, je sais pas comment ça se passe, mais par exemple, je pense que c'est aussi différent parce que tu vois, si j'étais dans une boîte, bah, chez Twitter, et que je montais une autre boîte, ça serait peut-être un peu Ouais. plus, ça serait peut-être vu un peu plus en concurrence ou peut-être un peu plus compliqué à justifier.
Mais je l'ai toujours montré comme quelque chose qui était une passion que je faisais à côté. Et pour le moment, j'ai jamais eu voilà, de problème particulier là-dessus. Et comment tu as réussi à mettre en place des synergies? Enfin, si tu en as mis, hein, d'ailleurs, avec Tu veux ton dire des taf? synergies entre... bah, c'est très simple, je m'occupe de l'industrie entertainment, donc tous les studios de cinéma et les plateformes de streaming, donc, ce sont mes clients. Non, Astucieux, astucieux. je ne fais aucun pont malheureusement. Non, non, en plus c'est vraiment des métiers complètement différents. Donc l'advertising des studios et des plateformes de streaming, c'est des départements complètement disjoints de celui du développement, on va dire, film et séries. Donc non, mais j'ai pas mis de. Je pense que là où il y a eu peut-être des synergies, c'est que c'est dans, enfin, c'est peut-être, j'en sais rien, c'est peut-être le fait d'avoir fait une école de commerce et d'avoir voilà eu plein de métiers différents depuis. Bah, ça t'aide comme je l'ai dit, il y a une partie sur la partie écriture, ça aide pas forcément, mais sur la partie derrière tournage, tu es obligé d'être très consciencieux dans l'organisation de ton tournage, dans la gestion de tes équipes, dans la gestion du projet au général, même sur la partie post-prod. Et ça, évidemment, je pense le fait d'avoir une rigueur peut-être sur ces éléments-là, enfin, en tout cas, côté de mon métier principal et de toutes les expériences que j'ai eues professionnelles auparavant, m'a certainement aidé pour être rigoureux justement dans ces parties de gestion de projet, de gestion de tournage et de post-production, parce que là aussi c'est tellement long, il faut être derrière tout le monde, etc. Et donc Ouais. évidemment, il faut rien lâcher. Et je pense que s'il y a eu des synergies, ça a été sur ces aspects-là, quoi. OK, OK. Et alors je vois que le temps tourne, donc on va arriver aux dernières petites questions, parce que j'avais promis de te libérer à 18 h. Ah, Il est déjà presque plus de 18 h. peut-être j'ai le Quelques temps. dernières questions si tu es OK. Tu as encore quelques minutes? Ouais. Ça roule. Je voulais juste savoir du coup que c'est quoi ton prochain objectif? Bah, le prochain objectif, il est très simple, c'est que mon prochain court-métrage soit produit. Donc, pour vraiment passer une étape, en fait, je pense, dans la qualité aussi de ce que j'écris, de ce que je tourne, j'ai besoin d'avoir évidemment une structure qui va m'aider, mais pas d'un point de vue uniquement financier, mais même artistique. En fait, c'est le fait d'avoir quelqu'un avec toi qui va t'accompagner sur tous tes questionnements de la phase de préparation de ton tournage, même sur l'étude, on va dire, j'aime pas ce mot, mais de l'exégèse de ton scénario, du diagnostic de ton scénario pour dire, bah, tiens, là, il y a peut-être un truc à changer, etc. Vraiment pour un accompagnement artistique du début à la fin. Donc là, vraiment arriver à avoir la confiance de personnes de ce métier, de ce milieu, d'avoir une sorte ouais, comment dire, d'être, je sais plus quel est le mot, mais oui, d'avoir cette confiance-là de professionnel, je pense que ça m'aiderait pour tourner un prochain projet de manière très bien, enfin, qui soit parfaitement produit, que derrière ça ouvre aussi la voie à d'autres discussions avec d'autres professionnels. Donc, je pense aboutir à un projet fini, un produit fini et bien fini avec des pros du milieu. Je pense que ça, c'est le prochain objectif. Et à terme, moi, l'objectif, c'est de parvenir à écrire des longs métrages et de les tourner et de devenir réalisateur de fiction, enfin, scénariste et réalisateur de fiction full time, quoi. Ouais, C'est et ouais, donc là tu lâcherais ton taf un peu au bout d'un moment, c'est Ouais, ben, il y a un l'objectif. moment, je pense qu'à un moment, il faut pas non plus se leurrer. Si tu as envie de devenir excellent dans un domaine, il faut faire que ça, en fait. C'est Ouais, aussi ça. On vit dans un monde et une société de l'hyper spécialisation et je pense qu'il n'y a pas trop de secrets. Là, j'ai réussi, je pense, à passer certaines étapes en ayant mon métier à côté, ce qui m'a permis de drastiquement limiter mon risque. Mais c'est aussi quelque chose qui m'a évidemment, je pense, ralenti dans mon développement et mon apprentissage parce que si tu passes 10 heures par jour versus si tu passes une ou deux, enfin, évidemment que ça, il n'y a pas de photo. ouais, euh, mais bon, il mais faut bien vivre, il faut bien avoir des sources de revenus. Donc, c'est clair. pour moi, c'était l'entre-deux que j'ai trouvé qui fonctionnait bien. À voir sur le moyen terme, je pense qu'il y a un moment, il faudra que je mette un all-in et non, mais voilà, c'est toujours un pari, hein. C'est comme monter une boîte. Les gens, ils quittent leur taf et ils montent leur boîte. Bon, il y a le chômage en France qui permet généralement de sponsoriser un peu les 2 premières années de Mmh, ton aventure entrepreneuriale. mais Enfin, grave, le pareil, chômage, premier financeur de l'entrepreneuriat, quoi. exactement, exactement. Non, mais Et je pense que mais c'est évident, hein. Mais ouais, et attends, justement, tu as parlé d'étapes, ça j'en viens un peu à quasiment ma dernière question sur le sujet. Après, j'ai juste deux trois questions d'outro. Mais
quel conseil en fait tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet en parallèle de son job? Genre ton petit frère vient de te demander vas-y, j'ai un side project, j'ai envie de me lancer, mais quand même, j'ai un job. Est-ce que je le. Enfin, est-ce qu'il y a des grandes étapes pour toi ou des Euh, règles d'or, tu vois? don't quit your job. Ok. Déjà, il faut attendre de savoir si ton side project, c'est quelque chose qui est, on va dire, une lubie temporaire ou si c'est quelque chose qui va vraiment t'animer toute ta vie ou en tout cas une grande partie de ta vie. Donc, la première étape, c'est ça, c'est déjà d'identifier, tester si ça te plaît vraiment, ce que tu fais à côté de ton métier. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est le fait d'apprendre le piano? Mais ça, c'est peut-être différent, tu vois. C'est pas vraiment un side project, apprendre, ça, c'est une passion. Mais est-ce que, par exemple, tu vas apprendre à coder? Est-ce que tu vas apprendre à coder juste parce que tu as envie de savoir parler avec les ingés une fois que tu auras monté ta boîte, ou alors parce que tu as envie d'apprendre à coder parce que tu as envie de vraiment de coder des apps, on va dire, sur le long terme. Donc déjà, identifier dans quelle mesure c'est pérenne, en fait, ce side project et cette envie que tu as de faire quelque chose à côté. Et une fois que c'est le cas, faire en sorte que ce truc-là devienne une obsession. Parce que sinon, avec le temps, tu finiras par l'oublier, quoi. Ok, bah, merci beaucoup Jérémy. Il J'ai faut, j'ai faut j'ai être obsessionnel. trois. Faut être obsessionnel, c'est le résumé c'est le résumé de l'épisode. J'ai trois dernières petites questions qui sont les trois questions pour progresser. Tu peux répondre assez rapidement du tac au tac. La première, c'est un peu est-ce que tu aurais une, deux, trois astuces ou sources d'inspiration à nous partager, des trucs qui t'inspirent, qui t'aident à Euh, avancer? des sources d'inspiration, tu veux dire des méthodes ou des... Non, ça peut être un livre, une personne, un Ah ouais. film. Euh, vu qu'on écoute des podcasts, vu qu'on est dans un podcast, moi j'écoute pas mal de podcasts aussi qui sont assez inspirants. Et il y en a un que j'adore qui s'appelle le goût de M, qui est le podcast de Géraldine Sarati, produit par Géraldine Saratia ou animé, je sais plus, qui est une journaliste du Monde qui en gros interroge des personnalités du monde de la culture, des arts ou même parfois de l'entrepreneuriat. Mais voilà, ça peut être des grands architectes, des chefs, ça peut être des actrices, des réalisateurs, réalisatrices, enfin vraiment dans tous les domaines divers et variés, mais qui ont chacun on va dire une empreinte assez forte dans leur art ou leur discipline. Et elle vient les interroger pour leur parler de leur goût et comment celui-ci a évolué au fur et à mesure de leur vie. Et donc on en sait un peu plus sur leur parcours et sur leur rapport à la famille et comment voilà leur notion de goût a évolué tout au long de leur vie. Et je trouve ça passionnant pour la construction. En fait, même on sait qu'on a un peu plus d'infos sur la construction de leur talent, comment ça s'est fait, pourquoi ils sont arrivés à qui ils sont aujourd'hui. Et je trouve ça vraiment très inspirant. Donc, je le recommande à chaque personne qui me demande si j'ai des podcasts à recommander. À chaque fois, je recommande le goût de M. Le goût de M, bah merci, je connaissais pas du tout. Ouais, ça s'écoute très bien. Je crois que parfois c'est autour de 30 minutes, 30-40 minutes. Et moi, j'adore marcher. Et donc, souvent, je marche en écoutant des podcasts. Et c'est aussi une très bonne source d'inspiration pour des personnages et pour écrire. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup. Ok, ok, bah merci beaucoup pour la reco. Bon, ma question suivante, c'était s'il y avait un truc à retenir dans tout ce que tu as dit, et qu'est-ce que ce serait? Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, tu as dit il faut être obsessionnel, quoi. Ouais, Euh, je pense que c'est un bon résumé. On n'a pas beaucoup de temps à dédier à des choses dans notre quotidien. Donc, pour trouver l'énergie, la foi, il faut que ça fasse partie de vous et que ça soit un peu votre feu sacré d'une certaine manière. Et surtout, faut couper les réseaux sociaux un maximum. Et je dis ça, j'y passe beaucoup trop de temps, mais je pense qu'il faut qu'on y passe beaucoup moins de temps parce qu'on se libérait quand même pas mal d'énergie mentale, on va dire. ouais, gros sujet, j'ai envie de faire un épisode à ce sujet-là, d'ailleurs, sur la Ouais, charge mentale associée aux réseaux sociaux, c'est monstrueux. Et je pense que tu peux en faire plusieurs, il y a de quoi dire. ouais, il y a de quoi dire, ouais, il y a de quoi dire. C'est hyper dur à gérer, effectivement. Et qui, dans tes contacts, est-ce que tu me recommanderais d'inviter sur Work in Progress, qui est un podcast sur le futur du travail? Donc ça ouvre à pas mal de sujets, hein. Sur le futur du travail, je vais réfléchir parce que putain, j'avais pas anticipé cette question. Euh, tu cherches dans quel un domaine en particulier, genre l'entrepreneuriat, Franchement, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être développement personnel, sujets sociétaux comme la semaine de 4 jours, sujets entrepreneuriaux, sujets de management, sujets Moi, j'ai d'alimentation.
J'ai un ami qui a un gros poste dans une boîte américaine et qui a aussi un side project où il donne des cours notamment. Et j'aime bien le côté transmission. Et donc je pense que ça peut être aussi un angle intéressant de voir comment tu vas donner des cours et transmettre ce que tu as appris ton école, tu as appris dans ton entreprise et derrière tu retournes dans ton école donner des formations et des cours. Et je trouve ça assez beau et dans l'idée et cool à faire. Et comment il s'appelle? Non. Il s'appelle Jonathan Escarpiado et il est très très intelligent ouais, et très sympa. Parfait, parfait. Belle passe décisive à Voilà. Jonathan. Je note. Ok, bah dernière petite question. Quel est le meilleur moyen de te suivre et de t'envoyer des petits mots sympas pour les gens qui veulent te retrouver? Bah, je sais pas, j'ai un compte Twitter et j'ai un compte Instagram, donc Jérémy Doucet, Doucet. Donc voilà, je pense que c'est assez simple à trouver. Je n'ai plus mon blog malheureusement puisque je l'avais fermé, donc non, non, c'est mes deux seuls. Sinon par mail si besoin. Ok. Je t'enverrai, tu pourras mettre le mail Ça en roule. corde. J'ai complètement oublié de le mentionner, mais on n'en a pas du tout parlé. Mais tu es aussi DJ à côté. Et donc, une autre de tes passions. Et donc, je recommande aussi à tout le monde le compte Surface Quickstep, ton groupe, vu que vous êtes un duo de DJ Voilà, merci. qui envoie du gros son pour ceux qui aiment l'électro. Eh bien, merci beaucoup pour effectivement la mention. Mais ça, voilà, c'est un autre side project, mais purement, Le mec mais est une machine. non, non, mais j'y passe beaucoup moins de temps, hein, et c'est aussi un très bon prétexte pour passer du temps avec mon pote avec qui je fais ça. Mais ouais, écoutez et essayer de voir si parfois on fait des petites soirées à Paris. Donc, sur Fast Quick Step, on est là. Trop cool, je le mettrai dans les liens de l'épisode. Bah écoute, merci beaucoup Jérémy, c'était vraiment un plaisir de partager tout ça avec toi. Ouais, bah, un plaisir partagé. C'était super intéressant de parler de ces thématiques qui sont au cœur je pense, de beaucoup de questionnements aujourd'hui chez tout le monde. Donc voilà. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je suis très preneur de vos retours sur cet épisode. Je réponds à 100% des messages. Je les transmets même à l'invité du jour quand le feedback peut lui être utile et ça fait aussi toujours plaisir. Donc vous pouvez me contacter sur LinkedIn en tapant Mathieu Bernard avec un seul T à Mathieu ou par mail à mathieu@inprogress.pro. Et si l'épisode vous a plu, vous pouvez faire 3 choses. Première chose, abonnez-vous pour recevoir les épisodes suivants. Deuxième chose, partagez cet épisode à une personne autour de vous à qui ça pourrait être utile. Et troisième chose, mettez une note de 5 étoiles sur le podcast pour faire plaisir aux algorithmes, le faire ressortir dans les classements et surtout le faire découvrir à plus de monde. Merci beaucoup, je vous laisse passer à l'action et à très vite sur Work in Progress.